il y a un harcèlement intra-musulman dans les entreprises pour appliquer les obligations, aussi pour la zakat qui est la collecte de l'aumône. Donc il y a ce harcèlement intra-musulman et amené à constituer une communauté musulmane dans une fonction, dans un service, comme c'est le cas dans des entreprises où progressivement les bureaux ont été communautarisés. Et petit à petit, à ce moment-là, on passe à... Ça, c'était la deuxième étape. La constitution du regroupement, c'est la deuxième étape. La première, c'était l'affichage individuel. Et la troisième, une fois qu'on a regroupé, qu'on a suffisamment de poids, à travers les syndicats, par exemple, à travers la CGT notamment, à travers les syndicats, à ce moment-là, on applique les valeurs. On applique les valeurs. Par exemple, on force une direction à renoncer à la promotion d'une femme au poste de manager. Contact. Épisode 3. Adil Boulad. On met le contact. Alors, un truc. Ici, on se dit tout, sans tabou. Pas de politiquement correct. En revanche, on met des gants. On se fâche pas. Tout le monde se fâche tout le temps. On se met pas de coups sous la ceinture. Ici, c'est safe, mais on se dit les choses vraiment. Bravo. Ok ? Merci Adel. Service. Adel Boulad, Oui. qui es-tu ? Ben, je suis Adel, c'est pas Adel, c'est Adel. Ok. Si en français, le A, ça fait Adel, c'est Adel avec... tu peux mettre 3 A comme ça. Vas-y, répète derrière moi. Adel. Adel ? Voilà, merci. Ça veut dire le juste, justinien. Ah, je savais pas. Adel Voilà. le juste. Donc c'est mon repère, d'être juste. Qu'est-ce que tu penses ? Je posais la question hier à un invité de la polémique qu'il y a sur les prénoms français des Arabes, des Maghrébins. Zemmour qui s'est dit ils veulent pas s'intégrer, regardez la preuve, ils prennent pas des prénoms français. Bon, c'est peut-être une preuve, mais c'est sûr que moi j'adore les prénoms des différents pays. Je suis pour une diversité qui soit discernée. Et donc, si les prénoms incarnent des cultures qui sont contributives, qui amènent quelque chose ici en France, et ça a été le cas pendant des siècles, donc moi ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, quand dans une culture, effectivement, le port d'un prénom, ou comme le port d'un autre symbole, véhicule une idéologie qui est contraire au projet de l'ensemble de la société, là, ça pose une certaine difficulté. Disons, là, il y a un problème. Et là, je vais tout droit, je suis quelle direction ? On va en direction vers Montparnasse et ensuite place de Catalogne. Et si on peut revenir, là, on vient de passer devant d'Enfer Rochereau, c'est de là où je pars. Yes. Vers mes clients, vers mes amis. Et c'est là où je pars vers Charles de Gaulle pour prendre l'avion pour aller en Égypte, puisque j'ai mes équipes là-bas. Je travaille beaucoup en Égypte pour l'art martial, effectivement, du bâton de combat égyptien. Qu'est-ce que tu fais pour cet art martial ? Moi, je vais bientôt avoir 70 ans, donc je suis égyptien, j'ai grandi en Égypte, j'ai été éduqué en Égypte, et d'origine syrienne. Donc je suis syro-égyptien, venu en France, naturalisé, français. J'ai fait mes études en France avec des grands, Claude Allègre, Hubert Reeves, et des gens, des sommités qui m'ont appris la pluridisciplinarité, notamment. Pourquoi tu es venu en France ? On est venu en France en famille parce que en Égypte, le développement de l'islamisation de l'Égypte allait bon train et les salles de prière commençaient à s'installer dans les sociétés et on commençait à comprendre que les non-musulmans avaient un avenir plutôt tronqué. C'était quand ? J'étais dans la fin des années 60. Et tu n'es pas d'une famille musulmane ? Non, je suis d'une famille, disons, copte et melkite, donc 2 rites chrétiens différents, puisque l'origine syrienne c'est rite melkite. Et ma mère, étant d'Assiout, c'était d'origine copte, de rite copte. Et donc, mais quand on vit dans un pays musulman, on est de facto de culture musulmane. Ouais. Donc on a les mêmes réflexes, on a les mêmes expressions, etc. Alors Montparnasse, c'est à gauche. Merci. Voilà. Ok, donc tu es de culture musulmane, mais tu as quitté l'Égypte à cause de son islamisation. Intensif, qui bouchait l'avenir et qui faisait une ségrégation pour les non-musulmans, pour les métiers. On ne peut pas être gynécologue si on n'est pas musulman. On ne peut pas enseigner l'arabe, même si on est meilleur en arabe qu'un musulman. On ne peut pas enseigner l'arabe parce que dans les textes d'enseignement de l'arabe, il y a les textes coraniques. Et donc, ça ne peut pas sortir de la bouche d'un mécréant. Par contre, quand un jeune chrétien se présente à l'examen au bac, par exemple, au bachot, il se fait que certains fanatiques profs
lui demandent les versets les plus longs. Ouais. Et ils lui mettent 0, parce que s'il n'a pas prononcé la shahada au début, on lui refuse. Hein. Évidemment, il ne peut pas renoncer à sa foi. Donc il y a tous ces harcèlements quotidiens, ce petit jeu, plutôt qui aussi, dans certains cas, aboutit à des carnages, hein, comme les attentats contre les églises et les attentats, attention, au trottoir à gauche chrétien. Et voilà, on va aller à gauche après. On arrive à Montparnasse. Et donc voilà, ceci, mes parents l'ont senti depuis le début et ça a été un vrai arrachement pour eux de quitter l'Égypte et de venir ici dans une culture avec laquelle ils n'étaient pas familiers. Ma mère ne parlait pas le français, donc il y a eu un vrai travail. Ma mère s'est parfaitement intégrée en arrivant, elle a bien, malgré l'obstacle de la langue, elle a réussi à s'intégrer ici parfaitement et c'est elle qui nous a ancrés ici. Sinon on repartait. Hein. Tu avais quel âge quand tu es arrivé? À l'adolescence, donc on repartait en Égypte parce que mon père ne supportait pas l'ambiance générale ici. Hein. Ah oui? Oui. Et donc ton père est reparti? Non, il a failli, un jour il est revenu pour qu'on fasse les valises et qu'on reparte et c'est ma mère qui a dit non, on reste, mais non, on ne bouge plus. Quoi. Parce qu'il y en a marre de bouger? Pas parce qu'il y en a marre de bouger, parce qu'elle a bien compris ce qu'elle pouvait avoir ici comme avenir pour elle, pour ses enfants. Elle a commencé à travailler, elle s'est intégrée dans un service qui ne parlait pas le français, dans un service où on avait besoin de l'anglais, un service international. Et donc, voilà, elle a vu la valeur en termes de vie sociale, là, d'ouverture, de développement pour ses enfants, pour sa famille. Hein. Ouais, donc, elle nous a ancrés ici. Hein. Et ton père s'est soumis à la volonté voilà, la volonté divine à travers ma mère, tout à fait. Très bien. Et donc, si je te demande aujourd'hui, hein, c'est sur toutes les lèvres, un débat un peu permanent, dit ou non dit, quelle est ton identité? Langue maternelle arabe, grandi en Égypte, de religion non musulmane, chrétien, et d'origine syrienne. Ce sont déjà plein d'identités différentes. Hein. Élevé enfant à l'université avec des grands profs scientifiques. Donc il y a le français, il y a le scientifique. Ensuite, travailler dans des sociétés multinationales américaines, en anglais, donc, et pratiquant les arts martiaux depuis 1969. Donc je suis japonais, américain, syrien, libanais, aussi libanais, des racines libanaises par un bout de la famille, etc. Avec... tu parles japonais? Je parle japonais technique, puisque j'enseigne, d'accord? Et donc on a une multitude, là, pour moi, une multitude d'identités possibles. Hein. Quand j'ai travaillé pour la société digitale, notamment après pour Cisco, j'allais de pays en pays. J'arrivais en Angleterre, j'étais anglais. Le lendemain, je prenais l'avion, j'arrivais en Italie, j'avais un costume, j'arrivais, les Italiens me prenaient pour un Italien. Et là, je vais à gauche? Et en Allemagne, c'était un peu différent, parce que, on va aller à gauche, après on va revenir vers le parc Montsouris, comme ça sera bon. Hein. Ah, avec plaisir. Et donc, le tour de chaque pays faisait que je m'identifiais au pays et j'amenais ma valeur ajoutée. Donc c'était, disons, relativement facile. Hein. Je ne m'imposais pas, en tous les cas. J'apportais une valeur ajoutée, mais je ne m'imposais pas avec ma propre culture. Et comment tu sais où tu habites quand tu changes d'identité selon les endroits où tu es? Je n'ai pas encore répondu à ta question, quelle est ton identité. Donc, si tu me permets, je vais revenir à ça, d'accord? Donc après ce job multi-pays, multinational, à un moment donné, je me suis retrouvé dans un centre. Hein. Il y avait plusieurs centaines de personnes. Il y avait 19 fonctions et sous-fonctions qui allaient de la recherche, du développement, au support technique, au marketing, aux directions de projet, dans le domaine de la technologie. Tous ces gens-là étaient concentrés dans un bâtiment de 19 000 mètres carrés, attention au trottoir, et il y avait 25 nationalités différentes, au même endroit, 25 sensibilités culturelles, religieuses, linguistiques et métiers différentes, d'accord ? Évidemment, quand je les rassemblais ou quand je parlais, ça devait traverser tous les gens. Nous avons passé beaucoup d'épreuves dans ce centre et nous avons ensemble réussi un retournement exceptionnel au moment du rachat du centre par la société Compaq. Hein. C'était la fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, ce qui m'a animé là, et c'est là où j'ai trouvé mon identité, c'est là, je suis là, qui je suis, c'est là où se crée toute religion, toute... ethnie, toute culture, tout métier confondu, où il y a une création de valeur et de richesse.